l'évolution des tactiques de combat naval au cours des 1000 dernières années jusqu'à la Seconde Guerre mondiale peut être divisée en de nombreuses périodes, avec de nombreuses discussions détaillées sur la manière exacte dont certaines variations de tactiques ont été mises en œuvre. Pour cela, il existe de nombreux livres à lire, dont certains seront mentionnés dans la description ci-dessous. Cependant, il existe quelques grands thèmes qui peuvent être abordés de manière relativement brève, du moins si l'on se limite à l'expérience européenne et méditerranéenne. Si vous remontez le temps jusqu'au Xe siècle, vous vous retrouvez dans une situation très intéressante par rapport à ce que l'on pourrait appeler la guerre navale classique de l'Antiquité, c'est-à-dire les Grecs et les Romains, parce qu'à cette époque, il existait toutes sortes de dispositifs d'artillerie navale intéressants. Mais vers les années 900 et 1000, la plupart de l'Europe avait pratiquement perdu la capacité de faire cela. Entre autres choses, la plupart des navires étaient trop petits pour envisager de monter une pièce d'artillerie lourde suffisamment haut pour qu'elle soit utile. La seule exception à cela était l'Empire byzantin, ou byzantin selon la prononciation, et ils avaient toute une série d'astuces dans leurs manches, dont la fameuse feu grégeois. Mais cela a influencé leur tactique d'une manière qui mériterait vraiment sa propre vidéo un jour. Pour presque tout le monde, l'arme à plus longue portée que l'on pouvait espérer trouver de manière fiable sur un navire était un arc. Il pouvait y avoir d'autres armes de jet sous forme de lances, de javelots, de flèches enflammées, de pierres, littéralement des cailloux lancés à la main, mais c'était à peu près tout en ce qui concerne le combat à distance. Dans certains théâtres, surtout en Méditerranée où la galère dominait encore, l'éperonnage était aussi une tactique de combat viable, bien qu'évidemment inutile à très courte portée. Les galères ont survécu dans une certaine mesure sur les côtes de l'Espagne et de la France, et même jusque dans les régions de la mer du Nord, mais leur utilisation était moins prédominante qu'en Méditerranée, avec la plupart des navires étant, relativement parlant par rapport à ceux d'époques ultérieures, plutôt petits, et les munitions des armes à distance n'étant pas vraiment capables d'endommager le navire adverse à moins qu'il ne s'agisse d'un projectile enflammé. Le mieux que l'on pouvait généralement espérer lors d'un engagement à distance était d'affaiblir suffisamment l'équipage du navire pour rendre la prochaine phase de l'action un peu plus facile. Et cette phase de l'action consistait à aborder le navire ennemi et à se battre au corps à corps, en combattant effectivement comme lors d'une bataille terrestre, mais avec un risque légèrement accru de se noyer. Et ainsi, en l'absence d'éperonnage, les tactiques navales se résumaient essentiellement à s'approcher du navire ennemi et à massacrer tout le monde à bord jusqu'à ce qu'ils se rendent ou qu'ils soient tous morts. Mais lorsqu'on parle d'action de flotte, ce dont nous allons parler dans cette vidéo, car les tactiques individuelles de navires pouvaient être aussi variées qu'il y a de grains de sable sur la plage, il y avait un peu plus de subtilité tactique que simplement s'approcher de l'autre et le frapper avec son épée, pour commencer. Certains navires étaient plus petits, plus rapides et plus agiles que d'autres, et cela signifiait qu'ils pouvaient soutenir un bombardement de projectiles d'une certaine sorte pour essayer d'affaiblir l'équipage d'un navire plus grand afin de rester en sécurité. Et d'autre part, contrairement à une bataille terrestre où, généralement, vous auriez deux camps qui se font face et où, si un camp enveloppait l'autre, les choses avaient très mal tourné. En mer, il était beaucoup plus facile d'encercler votre adversaire, surtout si vous aviez la supériorité numérique. Et même si ce n'était pas le cas, il était quand même assez facile d'obtenir une supériorité locale parce que, bien sûr, si vous avez des dizaines de navires individuels qui se déplacent partout, eh bien, chaque navire a deux flancs. Il est un peu plus difficile d'aborder par la proue ou la poupe. Mais si vous pouvez vous placer à côté d'un navire ou peut-être mettre votre proue contre le flanc d'un navire ennemi, vous contrôlez mieux les points d'accès, mais vous pouvez aussi les attaquer à deux, avoir un de vos navires d'un côté, un autre de l'autre, et maintenant l'ennemi est assez facilement encerclé. Et même si vous n'arrivez pas à faire cela, votre adversaire doit penser à la possibilité que quelqu'un tente cette manœuvre à un moment donné pendant votre action d'abordage. Vous devez aussi y penser, mais théoriquement, si vous lancez l'attaque, vous êtes un peu plus confiant que la personne attaquée. Et en l'absence de tout moyen fiable de signalisation sur le champ de bataille, au-delà de quelques coups de trompette prévus à l'avance, il serait très difficile de faire venir une partie de votre flotte d'ailleurs pour venir vous aider, même si vous aviez une supériorité numérique globale. Ainsi, un schéma tactique relativement fixe allait se développer pour la plupart des combats navals à grande échelle de cette période. À savoir, un camp, le camp défenseur, avait tendance à attacher tous ses navires ensemble, ou du moins une bonne partie d'entre eux.
Cela signifiait deux choses. Premièrement, vous limitiez les options de l'ennemi quant à l'endroit où il pouvait vous aborder, car une forêt d'étraves ou de poupes pointées vers lui était un peu plus difficile à aborder que, en théorie, les deux flancs à chaque extrémité de votre colonne de navires attachés ensemble. Et cela signifiait que presque tout le monde, à bord de tous les navires que vous aviez attachés ensemble, était disponible pour combattre, ce qui, en théorie, vous donnait une meilleure position défensive et aussi un peu plus de profondeur tactique, car vous pouviez vous replier vers les navires plus proches du centre si vous étiez peut-être en train de perdre le combat sur un navire en particulier. Le grand inconvénient de cette tactique était bien sûr la perte de mobilité. Cette longue ligne de navires attachés ensemble n'allait évidemment pas se déplacer rapidement, et donc les deux flottes disposaient de navires éclaireurs, de petits navires rapides et agiles, généralement armés d'une forte proportion d'archers pour tenter à nouveau de réduire l'équipage ennemi. La flotte attaquante, bien sûr, essayait de contourner si possible, peut-être de regrouper 2 ou 3 navires pour aborder les extrémités de la colonne, tenter de briser la ligne de navires ou peut-être tenter une action d'abordage le long de la ligne, même si une étrave haute et un espace incertain entre les deux étraves rendaient cela assez difficile. La plupart des flottes restaient près des côtes, sauf lors des transits vers ou depuis le territoire ennemi. Signifiait aussi qu'un grand nombre de ces combats auraient lieu soit au large de la côte, soit dans une baie quelconque, qui contenait généralement quelque chose que la flotte défensive essayait de protéger, ce qui a favorisé le développement de ce type de tactique de bataille terrestre en mer. Cela ne veut pas dire que c'est la seule tactique de bataille. Si les flottes se rencontraient en pleine mer, elles devaient combattre dans une formation un peu plus ouverte, simplement parce que s'attacher en une longue ligne au milieu de la mer revenait à s'exposer à être encerclés et éliminés. Mais ces combats avaient tendance à être beaucoup plus chaotiques et bien moins prévisibles, et même dans ce cas, il se pouvait que vous n'attachiez pas beaucoup de navires ensemble. Il arrivait que 2 ou 3 navires s'attachent ensemble pour se soutenir mutuellement s'ils se retrouvaient sous une attaque concertée. Ou, au minimum, de petites unités de navires formaient des escadrons improvisés et restaient suffisamment proches les uns des autres pour rendre beaucoup plus difficile à un adversaire de s'infiltrer entre eux afin d'attaquer un navire isolé à 2 contre 1. Bien sûr, en Méditerranée, où les galères prédominaient, les tactiques d'éperonage, qui rappelaient peut-être un peu plus les guerres gréco-perses, étaient encore largement la norme, mais tout comme les tactiques byzantines, ce type de guerre nécessiterait en grande partie sa propre vidéo. Ce genre de tactique allait ensuite persister pendant des centaines d'années, même avec l'évolution des navires. En effet, même lors de la bataille de Sluis, qui est considérée comme appartenant pleinement à la période médiévale, attacher un grand nombre de navires ensemble pour former un front défensif et essayer de provoquer l'ennemi à vous attaquer était le plan par défaut, du moins pour les navires. Mais il y a eu des évolutions dans les navires eux-mêmes. La tendance générale, interrompue seulement à de très rares occasions pendant le millénaire suivant, était que les navires deviennent plus grands. De plus, bien qu'avoir des navires mobiles lançant des projectiles soit quelque peu utile, ces navires étaient plus vulnérables s'ils étaient attrapés et abordés, et ils étaient aussi plus spécialisés dans leur emploi. La capacité d'avoir une couverture constante d'archers lors d'une action d'abordage, que vous soyez abordé ou que vous abordiez l'ennemi, était considérée comme très utile, du moins en temps de guerre, car les navires de guerre dédiés étaient relativement rares, si l'on considère la période allant d'environ 1000 après Jésus-Christ jusqu'à environ 1400. En revanche, il y avait beaucoup de pirates dans les environs, et donc le navire marchand moyen avait tendance à être un peu mieux préparé à se défendre que durant des époques peut-être un peu plus paisibles. Au fur et à mesure que les navires grandissaient, leurs mâts et leurs gréements devenaient aussi plus imposants, marquant l'évolution du nid de combat. C'était aussi parfois appelé un nid de pie dans certaines littératures, mais cela offrait une bonne plateforme d'observation utile pour la navigation ainsi que pour le combat. Mais cela signifiait aussi que vous pouviez avoir des archers là-haut qui pouvaient continuer à tirer sur l'ennemi sans l'agaçante présence d'un individu lourdement armuré arrivant avec une hache de guerre et essayant de leur fendre la tête. Mais on ne pouvait mettre qu'un nombre limité d'hommes dans un nid de combat, et vous savez, si le mât tombait, cela pouvait poser quelques problèmes. Vous aviez aussi le souci que, une fois qu'un ennemi avait abordé votre navire, le combat se déroulait à armes égales, peu importe où vous vous trouviez. Ainsi, une combinaison de ces pressions a mené au développement de ce qui allait devenir connu sous le nom de château avant et de château arrière ou château de poupe.
La dernière désignation a progressivement disparu de la mémoire collective, mais la première est en fait restée sous la forme du terme forecastle, qui est une version abrégée de forecastle et qui, de nos jours, désigne l'avant du navire, mais à l'époque désignait ce nouveau type de fortification. On les appelait des châteaux parce qu'à l'époque, beaucoup de châteaux modernes de type motte et basse-cour étaient encore construits en bois, donc il n'y avait pas de contradiction et ils avaient aussi des créneaux et, dans le cas des plus grands navires, même des murs les reliant au pont principal. L'idée de ces plateformes de combat, du moins en défense, était double. D'une part, vos archers, un peu plus vulnérables mais très utiles, ainsi que d'autres combattants de ce type, pouvaient se rassembler sur la partie supérieure de ces châteaux, d'où ils pouvaient fournir des tirs de couverture au-dessus des têtes de l'équipage depuis une position sûre en cas d'abordage. Et pour les navires qui avaient la chance de posséder ces châteaux avant et arrière, construits à un tel point qu'ils n'étaient pas seulement des plateformes de combat crénelées suspendues au-dessus du pont principal du navire, ils avaient en fait, comme nous l'avons dit, des murs en bois descendant jusqu'au pont du navire. Ils offraient également une sorte de dernier réduit où, si votre pont principal semblait être submergé par des assaillants ennemis, vous pouviez vous replier à l'intérieur, créant un point d'étranglement que votre équipage réduit pouvait tenir, pendant que vos archers, postés au-dessus, continuaient à faire pleuvoir des flèches sur l'ennemi qui tentait de vous attaquer. Si, à votre tour, vous abordiez l'ennemi, alors ces plateformes offraient toujours un point d'observation d'où vos archers pouvaient lancer des projectiles sur l'ennemi, à nouveau au-dessus des têtes de vos propres troupes, ce qui rendait la manœuvre un peu plus sûre. Et s'il y avait une différence de taille entre les navires, elle pouvait également servir de plateforme pour atteindre le pont principal de l'ennemi, si vous attaquiez depuis un navire plus petit. Sinon, si vous attaquiez depuis un navire plus grand, cela vous donnait une sorte de position surélevée à partir de laquelle vous pouviez combattre vers le bas, en direction de l'ennemi. Et avant que vous ne pensiez que cela semble trop fantaisiste, il existe de nombreux récits de batailles navales du début du Moyen-Âge où des chevaliers, quasiment en armure complète, sautaient depuis les plateformes des châteaux avant et arrière sur les ponts ou les châteaux des navires ennemis. En partie, semble-t-il, simplement pour faire une impression, littéralement, sur l'équipage adverse. Bien sûr, tout cela était très bien si vous étiez le navire avec les châteaux et que le navire ennemi n'en avait pas, mais très vite tout le monde s'est mis à avoir des châteaux, y compris, comme nous l'avons dit, les navires marchands, car la frontière entre navires marchands et navires de guerre à cette époque était, très floue, et une grande partie des flottes, lorsqu'une grande flotte était rassemblée, était en grande partie composée de navires marchands qui avaient simplement été remplis de quelques combattants de plus qu'ils n'en auraient normalement transportés. Une fois que les deux camps avaient installé des châteaux sur leurs navires, il s'agissait alors que les troupes des châteaux, principalement encore des archers et autres hommes de ce genre, devaient neutraliser les troupes sur les châteaux ennemis et les unes, évidemment, et puisque deux navires de taille à peu près égale pouvaient avoir des châteaux à des hauteurs similaires, il pouvait alors y avoir des abordages qui se déroulaient aussi entre les châteaux, car même si un château en bois entièrement construit sur un navire pouvait offrir un dernier refuge contre un abordage ennemi, si vous étiez celui qui se faisait aborder et que vous parveniez à prendre le pont supérieur du château ennemi, vous aviez l'avantage de la position pour combattre vers le bas. Dernier refuge de l'ennemi, l'occuper puis les frapper de deux côtés depuis l'intérieur du château, avant ou arrière selon celui que vous aviez pris, et dans une action plus conventionnelle à travers le pont où il y aurait plus de largeur, ce qui vous permettait d'engager plus de force. À mesure que la conception des navires évoluait, l'une des principales mesures défensives intégrées aux navires, surtout ceux conçus pour la guerre, consistait simplement à rendre les navires plus hauts sur les côtés, car cela rendait l'abordage par l'ennemi beaucoup plus difficile et vous donnait une position de plus grand avantage pour lancer ou tirer des projectiles sur le pont de l'ennemi. Les châteaux seraient donc plus hauts, leur offrant un point de vue encore plus avantageux. Et les gens commenceraient à installer des filets anti-abordage sur les ponts de leurs propres navires, ou à travers les ponts de leurs propres navires, afin d'emmêler et ainsi contrarier une attaque ennemie qui pourrait alors être fauchée depuis la sécurité des châteaux. Si votre pont principal n'avait qu'une petite quantité de passerelles, alors ce filet se trouvait généralement directement sur le pont. Et l'équipage devait simplement faire très attention en traversant le filet si les bastingages étaient relativement hauts. Comme cela se développait sur certains des premiers types de galions, alors ce filet était tendu au-dessus du pont pour attraper les personnes qui tentaient de monter à bord, un peu comme une gigantesque toile d'araignée.
Donc, à ce stade, ce que vous pourriez considérer comme le drakkar classique viking, saxon ou normand avait évolué vers ce qu'on appelait le plus souvent une kog ou une hulk au Moyen Âge, qui progressait maintenant vers une caraque puis vers un galion. Mais à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, la poudre à canon devient beaucoup plus répandue et avec elle, les canons. Je ne vais pas passer en revue de façon exhaustive la liste des différents canons navals. Nous avons d'ailleurs une vidéo consacrée au développement des premiers canons navals, distincte de celle-ci. Mais lorsque le premier canon est apparu, les personnes qui essayaient de les installer sur des navires ont rencontré un certain problème. On ne pouvait pas avoir une bordée comme on l'imagine classiquement, car, entre autres, les navires de cette époque avaient un rapport longueur-largeur beaucoup plus court, donc il n'y avait tout simplement pas assez de place le long du flanc d'un navire. De plus, comme mentionné, de nombreux navires exerçaient un commerce pacifique en temps de paix et pouvaient ensuite servir de navires de guerre en période de conflit. Et avoir beaucoup de canons le long d'un côté ou des deux côtés de votre navire occuperait énormément d'espace dans la zone précieuse du navire où vous voudriez normalement stocker votre cargaison. Et il y avait peut-être un problème bien plus pressant, les ponts des navires n'étaient pas conçus pour supporter le poids de ces gros canons lourds qui pouvaient peser plusieurs tonnes chacun et, bien sûr, exerçaient une charge ponctuelle. Les canons étaient également très coûteux, donc il n'était pas question d'en fabriquer en masse de sitôt. Ainsi, très rapidement, les premiers navires équipés de canons les ont répartis en deux catégories, mineurs et majeurs. La catégorie mineure regroupait une série de petites armes antipersonnelles qui pouvaient être manipulées par un seul homme et qui servaient, comme leur nom l'indique, à éliminer les membres d'équipage ennemis. Plusieurs de ces armes pouvaient être installées de façon à ce que la majeure partie de leur arc de tir se trouve au-dessus de leur propre pont. Cela servait à contrer les actions d'abordage ennemies, surtout si vous aviez dû vous replier vers les réduits de vos châteaux avant et arrière, mais il y avait une zone dans la plupart des navires qui pouvaient soit supporter la charge de plusieurs tonnes de bronze ou de fer, soit être modifiés pour la supporter avec relativement peu de modifications, et ces zones étaient la proue et la poupe. Cela s'expliquait par le fait qu'à mesure que la proue et la poupe se rétrécissaient, il y avait moins d'espace horizontal entre les membrures si l'on regardait le navire de côté à côté, et il y avait aussi la remontée de la quille vers l'avant et l'arrière, ce qui signifiait une plus grande proximité des lourdes pièces de charpente qui constituaient l'ossature principale du navire. Bien sûr, cela signifiait aussi qu'il y avait relativement peu d'espace dans ces zones, et donc, si vous alliez installer des canons, il n'allait pas y en avoir beaucoup, ce qui incitait à mettre les plus gros possibles, ce que vous aviez probablement envie de faire de toute façon, mais cela créait une sorte de cercle vertueux. Dans les régions où les galères étaient plus répandues, il y avait une préoccupation supplémentaire, car bien que les galères aient un rapport longueur-largeur qui pourrait suggérer qu'elles seraient plus adaptées au tir de bordée, étant des galères, leurs flancs étaient bien sûr occupés par d'autres éléments, à savoir les rames et les rameurs. Ainsi, même sur les galères, la majorité, voire la totalité, de leur armement basé sur des canons était monté à la proue. Mais si l'on revient à nos caraques et aux premières galions, en plus des canons montés à la proue, qui étaient très utiles pour l'offensive, puisque, en naviguant vers l'ennemi, on pouvait évidemment tirer sur lui, et peut-être quelques canons à la poupe, car si vous étiez poursuivi par l'ennemi, vous vouliez probablement pouvoir lui tirer dessus, on commença à voir apparaître un petit nombre de canons montés en bordée. Là encore, les contraintes d'espace dues à un rapport longueur-largeur relativement faible faisaient qu'ils étaient peu nombreux. Et, à cause des contraintes de poids liées à la faiblesse des ponts, ils avaient tendance à être plus légers que les canons beaucoup plus lourds de la proue et de la poupe. Mais avec le temps, et à mesure que la taille des navires augmentait et que l'on commençait à renforcer les ponts des navires, ces canons situés au centre du navire pouvaient être rendus un peu plus lourds et l'on commença à voir apparaître des navires qui pourraient être décrits comme des bâtiments de guerre plus spécialisés. Cela s'est produit pour des raisons politiques et de fierté, entre autres. Mais l'une des raisons les plus pratiques était, comme nous l'avons mentionné auparavant, que le fait d'avoir de nombreux canons au centre du navire réduisait la capacité de transport de marchandises, ce qui rendait cela moins pratique pour la marine marchande. De plus, les canons étaient assez coûteux, ce qui signifiait qu'un navire marchand n'allait probablement pas investir des sommes énormes
de son propre argent dans une multitude d'armes qui réduisaient sa capacité à transporter des marchandises et donc à gagner plus d'argent, alors qu'il y avait la possibilité, premièrement, qu'il n'ait pas besoin de les utiliser pendant de longues périodes, et deuxièmement, que s'il devait les utiliser, eh bien, vous savez, il y avait désormais des navires qui étaient assez lourdement armés, contre lesquels son navire n'aurait aucune chance s'il était sous-armé. Cela ne veut pas dire que les navires marchands ne transportaient pas de canons. Ils en transportaient bel et bien, car les pirates représentaient toujours une menace réelle. Mais la différence entre un navire de guerre et un navire marchand en termes de capacité de combat pure et dure commençait maintenant à montrer une certaine divergence en Méditerranée. Je fais un nouveau point sur la situation des affrontements dans la région. Il y a également eu le développement de la galéasse. Il s'agissait d'une sorte d'hybride entre la galère et la caraque, où le galion, plus lourdement armé de canons, ou le château avant et le château arrière d'un grand navire de type galère, était équipé de nombreux canons, y compris quelques pièces lourdes, et il pouvait même y avoir quelques canons légers installés sur un pont partiel au-dessus du pont de rameur. À ce stade, rester statique et attaché ensemble sur les côtés était une mauvaise idée, car votre ennemi pouvait désormais pratiquement vous assiéger. Ils tiraient simplement lentement leurs canons lourds depuis la proue jusqu'à ce qu'ils aient détruit suffisamment de votre navire ou de votre équipage pour pouvoir s'approcher et s'emparer de votre vaisseau. Mais la cadence de tir relativement lente des canons disponibles à cette époque, combinée au fait qu'il en manquait simplement, cela signifiait que même si les canons pouvaient désormais menacer l'intégrité structurelle des navires et infliger énormément de dégâts à leurs équipages, l'abordage restait encore très courant. Avec la mobilité relative des navires, maintenant libérés des tactiques de bataille autrefois contraignantes, cela serait désormais plus suicidaire. Une tendance s'est développée parmi un certain nombre de marines, tirer une bordée ou une salve de proue, puis aborder en partant du principe que cette salve infligerait suffisamment de dégâts au navire et à l'équipage adverse pour que votre action d'abordage puisse s'enchaîner et les capturer avant qu'ils ne puissent riposter avec leur propre bordée, salve de proue ou de poupe, ou même avec beaucoup de tirs de leurs canons plus légers, qui pourraient infliger des pertes importantes à vos équipes d'abordage, mais à cette époque, les tactiques navales pour les actions de flotte en escadre étaient un peu désordonnées. Parfois, certains essayaient d'aborder directement. Parfois, il y avait un échange de tirs de canon relativement intense, alors qu'un camp tentait de prendre l'avantage sur l'autre. Mais peut-être que l'un des meilleurs exemples de la vulnérabilité des navires statiques face aux canons peut être observé dans l'embuscade de Francis Drake et John Hawkins à San Juan de Ulua. La petite flotte espagnole qui est arrivée dans le port était plus lourdement armée, mieux équipée et, dans un combat en haute mer, aurait dû l'emporter. Mais comme elle était amarrée et comptait principalement sur des tactiques d'abordage basées sur l'infanterie pour gagner la journée, cela signifiait que lorsque les Anglais ont eu vent de cette attaque et ont décidé de riposter, le vieux Jésus de Lubeck, qui était à peu près le seul navire anglais capable de rivaliser avec les plus grands navires espagnols présents dans le port, a pu réduire systématiquement au moins 2 des navires espagnols lourdement armés en éclats et en flammes, et endommager quelques autres, simplement parce qu'ils étaient amarrés, et que le Jésus de Lubeck pouvait utiliser ses puissants canons de proue pour les démolir méthodiquement. En entrant dans le XVIe siècle, on commence à voir une divergence assez marquée des tactiques entre les différentes nations. Des gens comme les Espagnols, par exemple, qui à ce moment-là possédaient déjà beaucoup de grands galions, préféraient toujours la tactique d'une ou 2 salves, puis l'abordage. Ils avaient ni de grands galions, ils avaient un avantage lors des abordages, ils disposaient de nombreuses troupes très féroces et aguerries au combat, donc affaiblir l'ennemi avec une seule salve, puis compter sur leur supériorité au corps à corps, semblait être la meilleure stratégie. Plutôt que de s'engager dans un long échange de tirs de canon, où, du moins à leurs yeux, des hommes moins précieux comme les marins pouvaient décimer un grand nombre de leurs troupes vétérans très coûteuses, très bien équipées et très bien entraînées, simplement en lançant suffisamment de pierres et de fer dans les airs. Mais pour les Marines, qui étaient peut-être la cible de l'attention espagnole, comme les Hollandais et les Anglais, leurs navires étaient moins nombreux et, dans la plupart des cas, moins grands, donc il n'était pas dans leur intérêt de s'engager dans ce type de combat.
Et donc, ils ont commencé à opter pour un combat davantage basé sur l'artillerie, précisément pour les raisons qui faisaient que les Espagnols ne voulaient pas s'y engager. Mais même si ce que nous pourrions reconnaître comme une ligne de bataille avait parfois été utilisé jusqu'à ce moment-là, il manquait encore une cadence de tir suffisante. Et une concentration des tirs, cela était encore dû à un rapport longueur-largeur relativement court et, vous savez, simplement au fait que les gens n'avaient pas vraiment trouvé comment tirer avec leurs canons particulièrement rapidement comparé aux époques ultérieures. Ainsi, la quantité de dégâts que l'on pouvait infliger sur une période donnée était relativement limitée si l'on utilisait seulement une bordée. Ainsi, la nouvelle tactique qui prédominait parmi les navires cherchant davantage une solution basée sur l'artillerie pour le combat était ce que l'on pourrait appeler un carrousel ou une pirouette, et vous verriez cela assez souvent lors de la poursuite de l'armada dans la Manche. Cela se produisait lorsqu'un navire s'approchait de sa cible, tirait avec ses canons de proue, puis pivotait sur place. Si, par exemple, vous tourniez à tribord, vous exposiez votre bordée bâbord. Vous donniez à l'ennemi un avant-goût de cela, vous continuiez votre rotation, vous tiriez avec vos canons arrière, puis vous continuiez encore plus loin. Tirez votre bordée tribord, puis, selon la rapidité d'exécution de la manœuvre et l'efficacité de vos équipages, vous reveniez soit avec vos canons de proue rechargés, ce qui vous permettait de poursuivre ce processus d'un bombardement lent mais régulier de quelques boulets de canon ici et là, votre navire tournant sur place et pouvant se retirer si nécessaire, soit si la manœuvre était exécutée relativement rapidement, ou si vos canons mettaient plus de temps à recharger. Une fois votre tour complet de 360, vous vous éloignez pour recharger tous vos canons, puis vous reveniez pour réessayer. Cette approche était relativement efficace pour vous garder en sécurité, mais elle prenait beaucoup de temps pour infliger des dégâts sérieux. Encore une fois, l'armada en est un bon exemple, car lorsque la flotte anglaise, qui était en fait plus nombreuse que l'armada, la poursuivit dans la Manche, relativement peu de dégâts furent infligés et peu de navires espagnols sortirent de la formation. En fait, les plus gros navires qui quittèrent la formation furent principalement dus à des défauts internes à la flotte espagnole elle-même, incendies, explosions et collisions. Pendant cette période, rassembler votre flotte était en quelque sorte redevenu une tactique défensive. Ce n'était pas l'amarrage de chaque navire ensemble en une masse immobile comme dans les siècles précédents, mais encore une fois, en prenant l'armada espagnole comme exemple, une sorte de formation en croissant était en fait relativement utile, car si un navire ennemi venait attaquer, vous pouviez concentrer le feu de nombreux de vos propres navires contre lui, ce qui, espérons-le, le repousserait, et si l'ennemi était un peu trop imprudent et s'approchait un peu trop, il y avait suffisamment de puissance de feu cumulée dans cette formation serrée pour infliger de sérieux dégâts à la coque du navire ennemi en relativement peu de temps. Abattre les mâts, détruire les gouvernails, etc. Ce qui permettait alors à un ou plusieurs de vos navires de s'approcher et de capturer le navire ennemi paralysé, ou peut-être simplement de le couler et de le détruire, si tel était votre souhait. C'est à ce moment-là que vous assistiez à un événement très rare. Les navires de guerre ne continuaient pas à grandir en taille. Ce que l'on appelle parfois les galions de type race-built rompaient alors avec environ un demi-millénaire de tradition en réduisant la taille des châteaux avant et arrière. Les navires étaient également un peu plus bas sur l'eau en termes de franc-bord global entre la ligne de flottaison et le pont principal. Bien que cela rendît les navires plus vulnérables lors d'un abordage par rapport aux galions à haut bord d'autrefois, cela les rendait aussi plus rapides et plus agiles, ce qui signifiait qu'ils étaient plus à même d'éviter d'être abordés en premier lieu, ce qui leur permettait d'utiliser leurs canons beaucoup plus longtemps et d'infliger beaucoup plus de dégâts à l'ennemi. Mais le temps passe et la technologie progresse, la puissance destructrice des canons était de plus en plus reconnue. Et la disponibilité des canons devenait également de plus en plus courante grâce au développement de canons en fer fiables qui étaient beaucoup moins chers et, dans une certaine mesure, un peu plus faciles à fabriquer que les anciens canons en bronze, bien plus coûteux, même si les canons en bronze restèrent l'incarnation suprême de l'artillerie navale pendant peut-être encore un siècle et demi. Ainsi, durant la période comprise entre l'armada espagnole et la première puis la seconde guerre anglo-hollandaise, la conception des navires commença à évoluer. Les navires devinrent plus longs par rapport à leur largeur, donc leur rapport longueur-largeur augmenta.
Cela permettait évidemment de monter plus de canons sur les flancs, ce qui rendait le nombre plus réduit de canons, peut-être plus lourd, à la proue et à la poupe moins important. Les navires avaient également atteint une taille permettant d'avoir plusieurs ponts de canons. À ce stade, il y en avait généralement 2 de chaque côté du navire, augmentant ainsi sa puissance de feu effective. La bordée augmentait encore plus, car si vous doubliez, disons, 14 ou 20 canons, cela pouvait porter votre bordée à 28 ou 40 armes, alors que la même augmentation de hauteur à la proue ou à la poupe pouvait augmenter votre puissance de feu de 2 ou 3 canons à 4 ou 6 canons. L'inconvénient de cela était que les navires plus longs étaient moins agiles que leurs cousins plus courts et plus trapus, et comme les navires de cette époque ne possédaient aucune véritable cloison, cela signifiait que si l'un de ces nouveaux navires à forte puissance de feu, ou pour être honnête même l'un des plus anciens, parvenait à couper votre proue ou votre poupe, il pouvait effectuer ce qu'on appelait un tir de balayage. Vous n'auriez que quelques canons à la proue ou à la poupe, donc votre tir de contre-batterie serait quelque peu inefficace et de toute façon ne traverserait qu'un volume relativement faible du navire ennemi, alors que leur puissance de feu, en plus d'avoir beaucoup plus de canons lorsqu'ils vous tiraient en bordée, parcourait toute la longueur de votre propre navire, ce qui signifiait que la probabilité de toucher un ou plusieurs membres de votre équipage et ou certains de vos canons était nettement plus élevée. Ainsi, le tir de balayage était incroyablement dévastateur, mais c'était un paradoxe, car la chose même qui rendait le tir de balayage si dévastateur, la bordée plus longue, était ce qui vous rendait vulnérable en premier lieu en vous rendant moins agile. La solution à cela semblait être d'adapter la tactique qui avait été expérimentée plus tôt, la ligne de bataille. C'était effectivement ce que cela suggère, où les navires formaient une ligne pour le combat de la proue à la poupe. L'objectif était qu'en alignant tous vos navires, vous aviez un très grand nombre de canons pointés vers l'ennemi. Et chaque navire protégeait la proue ou la poupe de ses partenaires respectifs, sauf bien sûr pour le navire de tête et le navire de queue, mais ensuite toute la formation naviguait ensemble et vous combattiez l'ennemi, car on présumait qu'il craignait aussi que cela se produise, donc tout le monde formait des lignes. Vous naviguiez côte à côte, tout le monde se tirait dessus et finalement quelqu'un était déclaré vainqueur. Si vous pouviez croiser le T de la ligne adverse, c'est-à-dire effectuer une manœuvre de balayage, mais à l'échelle d'une flotte, alors évidemment c'était avantageux, mais étant donné que la portée effective des canons se mesurait en centaines de yards, alors que la portée visuelle pouvait se mesurer en dizaines de milliers de yards par beau temps, une flotte qui essayait normalement de croiser le T de la flotte ennemie pouvait être contrée par la flotte menacée simplement en se mettant en parallèle. Même lors d'actions de flotte, cela n'empêchait pas d'autres types d'engagements de se produire. De petits groupes de navires pouvaient finir par se battre dans des conditions relativement chaotiques, surtout parce que les flottes de cette époque pouvaient être très grandes. On pouvait avoir plusieurs dizaines, voire une centaine de navires s'affrontant lors d'une seule grande bataille, comme ce fut le cas lors de certaines des dernières guerres anglo-néerlandaises, et si la flotte ennemie n'avait pas eu le temps de former une ligne de bataille et que vous aviez une supériorité numérique écrasante, vous voudriez probablement fondre sur eux aussi vite que possible avant qu'ils n'aient la chance de se mettre en ligne et de se défendre, car le grand inconvénient de la ligne de bataille était qu'il fallait énormément de temps pour la mettre en place, surtout à l'époque où le type de système de signalisation codifié auquel nous sommes habitués au XIXe et XXe siècle n'existait pas encore. Mais une fois que vous aviez formé une ligne de bataille, il existait plusieurs méthodes que les gens pouvaient essayer pour réellement se mettre à portée de tir. Parce que vous essayez de former votre ligne en dehors de la portée des canons, puis de concentrer tous vos tirs, mais si vous naviguez en 2 lignes parallèles, cela n'arrivera jamais. Parfois, des flottes naviguaient en parallèle les unes des autres, dans la même direction, et une flotte commençait à se rapprocher de l'autre, ce qui avait un avantage. Bien sûr, vous preniez l'initiative, mais cela impliquait que l'avant-garde de votre flotte serait exposée. L'avant serait peut-être soumis à un peu plus de tirs qu'il ne pouvait en rendre jusqu'à ce que le reste de votre flotte rattrape. Sinon, vous pouviez avoir 2 flottes qui formaient chacune leur propre ligne et naviguaient l'une vers l'autre. Cela devenait alors un engagement de passage où les 2 lignes se croisaient et se tiraient dessus tout le long. Si vous aviez une situation où les 2 flottes étaient parallèles, mais qu'une flotte était derrière en poursuite, alors, en théorie, vous pouviez progressivement rattraper la formation ennemie, et toutes ces tactiques avaient leurs avantages et leurs inconvénients. Si vous aviez un
Si vous aviez une bataille en ligne droite parallèle où les deux camps se rejoignaient plus ou moins naturellement, alors l'issue dépendait du poids et de la cadence de tir des deux côtés, ainsi que de la résistance globale des navires des deux camps. Si vous alliez face à face, il était relativement peu probable qu'une décision soit vraiment décisive, car ce serait un engagement de passage qui ne durerait pas très longtemps, à moins qu'un camp ou l'autre ne décide de faire demi-tour et de revenir pour un autre affrontement, mais cela signifiait que les navires de tête seraient exposés au feu de pratiquement tous les navires de la flotte ennemie lorsqu'ils passeraient. Donc, quoi qu'il arrive, vos navires de tête seraient assez sérieusement endommagés. D'un autre côté, de nombreux autres navires arrivaient pour les soutenir. Dans une situation de poursuite, ça pourrait aller dans un sens comme dans l'autre, parce que les navires poursuivants auraient leurs navires de tête qui dépasseraient les navires ennemis à l'arrière. Maintenant, cela pourrait être mauvais pour la flotte poursuivante au début, parce que, encore une fois, les navires de tête engageraient les navires ennemis les plus à l'arrière, puis ils devraient avancer et engager les navires ennemis du centre, et ils devraient continuer à avancer pour permettre au reste de la flotte de rattraper et d'engager l'avant-garde, ce qui voudrait dire que, encore une fois, les navires de tête seraient très endommagés, mais d'un autre côté, cela signifiait aussi que les navires arrière de l'ennemi seraient engagés par toute votre flotte au fur et à mesure qu'ils passaient. Selon le niveau de compétence et la robustesse des navires, il se peut que la flotte poursuivante ait son avant complètement endommagé et doive battre en retraite. Sans avantage numérique et sa ligne brisée, il tente de contourner les navires endommagés. Ou vous pourriez avoir une situation où la flotte poursuivante parvient à désactiver quelques navires à l'arrière de l'ennemi et à les réintégrer efficacement dans le reste de la flotte, les capturer et répéter le processus en grignotant progressivement la ligne. Les deux situations se sont produites lors de différentes batailles. L'un des avantages d'un engagement de poursuite, si les capitaines étaient astucieux, était bien sûr qu'ils pouvaient diviser leurs forces et attaquer des deux côtés d'une ligne ennemie qui tentait de s'échapper, ce qui avaient tendance à augmenter leur avantage. Certains amiraux prenaient le risque d'essayer de briser la ligne ennemie à un endroit ou à un autre, surtout s'ils repéraient une brèche, mais ce genre de comportement était incroyablement risqué, car cela finissait généralement par briser sa propre ligne. Et si cela tournait mal, ce qui arrivait parfois, alors on pouvait se retrouver avec des scénarios très désagréables où une ligne de bataille encore en grande partie intacte pouvait impitoyablement canonner un grand nombre de navires de la flotte ennemie. Et ainsi, la ligne de bataille avait tendance à devenir de plus en plus codifiée avec le temps. Il existait diverses dispositions dans différentes marines pour savoir quoi faire lorsqu'une ligne de bataille ne pouvait pas être formée pour une raison quelconque, mais elle concernait principalement des situations d'urgence absolue si vous étiez celui qui était attaqué ou dans des situations où, avec un avantage écrasant, une ligne de bataille n'était pas toujours utile. Si la flotte ennemie était désorganisée et en fuite, hisser le signal de chasse général permettait de rattraper et submerger quelques navires ennemis plutôt que de former une ligne de bataille, ce qui pouvait prendre plusieurs heures, sinon les ennemis disparaissaient à l'horizon et vous ne tiriez aucune récompense malgré la victoire. Il est important de noter que, bien que pendant les guerres napoléoniennes, on ait commencé à s'éloigner des tactiques de ligne de bataille, du moins dans la Royal Navy, surtout sous la forme de Nelson, cela peut être un peu trompeur si l'on ne regarde que la situation en surface. Normalement, le genre de tactique qu'utilisait Nelson ne fonctionnerait pas, le genre de tactique qu'il a employé à Trafalgar. S'il avait affronté une flotte d'une compétence égale en termes de cadence de tir et de précision de tir, cela n'aurait pas fonctionné, car charger une ligne de bataille ennemie signifie en fait que vous invitez l'ennemi à canonner vos navires à leur approche. Et si votre adversaire peut tirer assez rapidement et avec assez de précision, il peut neutraliser vos navires dès qu'ils entrent dans la portée des canons, puis les navires suivants essaieront de manœuvrer autour de ces navires endommagés et seront à leur tour neutralisés, et ainsi de suite. Et finalement, vous vous retrouverez avec un embouteillage de navires hors d'état de combattre, avec le reste de la flotte chargée coincée derrière eux, ce qui n'est pas bon. Pendant les guerres napoléoniennes, Nelson et d'autres capitaines britanniques ont tiré un avantage particulier du fait que les flottes françaises puis franco-espagnoles n'avaient pas l'entraînement nécessaire pour maintenir une cadence de tir élevée ou une grande précision de tir, et donc charger à travers une façade de fer bien moins dense pouvait fonctionner dans de nombreux cas. Bien qu'une approche très agressive soit encouragée, le fait est que de meilleurs navires,
plus rapide et plus agile, ainsi qu'un meilleur système de signalisation, permettait également de contrôler des groupes de navires de manière bien plus efficace qu'auparavant. Ainsi, même si la ligne de bataille était quelque peu assouplie, elle ne disparaissait pas complètement, contrairement à ce que l'on pourrait penser. En regardant simplement un événement comme Trafalgar, car l'un des autres facteurs majeurs expliquant pourquoi la ligne de bataille était si efficace au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, était tout simplement que sans ce système développé de signaux par pavillon, faire en sorte que quelqu'un se mette en ligne et suive le chef était à peu près la meilleure façon de maintenir le contrôle d'une flotte. Un certain nombre de batailles à cette époque se sont soldées par des actions indécises, ce qui ne satisfaisait personne, précisément parce que le signalement limité signifiait que les rares signaux hissés étaient quelque peu sujets à interprétation et pouvaient entraîner beaucoup d'hésitation des deux côtés. Mais dans le cadre de la ligne de bataille de l'époque de la voile, il y avait un autre facteur majeur à prendre en compte, et c'était la météo. Vous pouviez avoir ce qu'on appelait l'avantage du vent, et c'était considéré comme la meilleure chose à avoir. L'avantage du vent signifiait essentiellement que le vent soufflait sur vos navires, passait au-delà de vos navires, puis vers l'ennemi. La raison pour laquelle cela a été considéré comme un si grand avantage, c'est qu'un navire à voile ne peut pas naviguer directement face au vent. Ainsi, si vous détenez l'avantage du vent, ou si vous êtes au vent de l'ennemi, vous pouvez contrôler le moment où vous souhaitez naviguer avec le vent vers l'ennemi. Vous contrôlez donc le moment de l'engagement. Ils ne peuvent pas venir vers vous si vous ne le voulez pas, car ils ne peuvent pas naviguer contre le vent. Leur seule option à ce moment-là est donc soit de vous combattre, soit de fuir. Et s'ils fuient, eh bien, vous avez le vent dans le dos, vous pouvez les poursuivre, et à moins qu'ils ne rejoignent un port sûr ou qu'ils vous échappent, ils se retrouveront dans la même situation qu'avant. Le seul inconvénient d'avoir l'avantage du vent, c'est que si le vent était un peu trop fort, il exerçait évidemment une force sur les voiles, ce qui faisait gîter le navire du côté opposé au vent. Cela signifiait que votre bordée, que vous visiez vers l'ennemi, serait quelque peu dirigé vers la coque de l'ennemi et pointé un peu vers le bas, ce qui était bien si le vent n'était pas trop fort. Mais si le vent était trop fort, votre navire pouvait gîter au point que vos sabords inférieurs risquaient de toucher l'eau, ce qui vous ferait perdre l'accès à vos canons les plus lourds. À l'inverse, la flotte ennemie qui se trouvait sous le vent, c'est-à-dire sous le vent par rapport à vous, n'aurait pas ce problème car leur navire gîterait aussi du côté opposé au vent, mais cela signifiait que le côté exposé au vent, c'est-à-dire celui qui vous faisait face, serait relevé hors de l'eau. Cela signifiait que leurs canons étaient dégagés et utilisables, mais aussi que si vous n'étiez pas vigilant, vous risquiez à nouveau d'être touché. Si le vent était un peu trop fort, ces canons seraient pointés un peu trop haut, donc ils tireraient beaucoup sur votre gréement et votre mât, mais ils n'auraient vraiment pas beaucoup de chance d'endommager votre coque et votre équipage. Cependant, pour les capitaines particulièrement agressifs, et les Marines, comme cela s'est produit pendant la période des guerres napoléoniennes au XVIIIe siècle, une nouvelle tactique a été développée, consistant à engager le combat depuis le côté sous le vent. Maintenant, cela peut sembler un peu contre-intuitif, compte tenu des avantages que nous venons de discuter. Cependant, les améliorations apportées à la conception des navires, y compris le déploiement d'un grand nombre de voiles latines triangulaires à l'avant et à l'arrière, signifiant que les navires étaient de plus en plus capables de naviguer, pas directement contre le vent, mais certainement beaucoup plus près du vent qu'auparavant, ce qui signifiait qu'une flotte sous le vent pouvait remonter contre le vent pour engager un navire ou une flotte qui avait l'avantage du vent. C'était beaucoup plus lent et laborieux que de fondre sur la flotte ennemie avec le vent, mais c'était possible. L'avantage d'être en position sous le vent était que, encore une fois, si le vent n'était pas trop fort, vous étiez pratiquement assuré d'avoir tous vos sabords exposés. L'autre problème, évidemment, avec un vent très fort, c'est qu'un vent très fort provoquait des vagues qui s'écrasaient contre votre navire, ce qui pouvait vous inonder, mais peu importe. Mais si vous étiez en position sous le vent, même si votre ennemi pouvait, dans une certaine mesure, descendre sur vous un peu plus rapidement, cela signifiait qu'il n'avait nulle part où fuir. Il ne pouvait pas mieux remonter contre le vent que vous. À ce moment-là, la situation ne changeait pas vraiment. S'il voulait s'enfuir, ils devraient fuir avec le vent. Mais s'ils fuyaient avec le vent, ils iraient droit sur vous, ce qui était ce que vous vouliez.
ainsi que vous choisissiez de combattre avec l'avantage du vent ou sous le vent, d'une certaine manière, à l'époque de la voile, cela devenait un signe de votre agressivité et de votre confiance, ou bien que vous aviez simplement été coincé par un ennemi. Mais ce qui a temporairement bouleversé la ligne de bataille comme tactique privilégiée, ce sont deux choses, le développement de la propulsion à vapeur sur les navires de guerre et le développement des navires de guerre blindés. La propulsion à vapeur signifiait que, dans une certaine mesure, les batailles pouvaient être menées indépendamment de la météo et que les navires pouvaient avancer à une vitesse fiable et, pour l'époque, relativement élevée. Cela signifiait que le temps de danger impliqué pour passer de la portée maximale efficace des canons d'un navire, qui pouvait varier entre environ 700 et 1000 yards, voire jusqu'à 1,5 miles lors d'une très bonne journée, jusqu'aux combats rapprochés et personnels, était considérablement réduit, ce qui permettait d'envisager sérieusement le type de tactique de rupture de ligne que Nelson avait initié. En plus de cela, le développement du blindage signifiait que, pour la majeure partie de cette ancienne zone de danger, il n'y avait plus de zone de danger parce qu'à longue distance, les obus des canons ricochaient simplement. Le blindage. Et donc, vous aviez des affrontements comme la bataille de Lissa où la flotte de Tegethoff a pu foncer en formation d'aile dans une flotte italienne en ligne de bataille. Si cela s'était produit entre deux flottes d'une compétence à peu près égale à l'époque de la voile, les forces de Tegethoff auraient été taillées en pièces. Mais entre la rapidité de leur approche et le fait que leur blindage les protégeait sur une bonne partie du trajet, ils ont pu réaliser le genre de mêlée générale qui aurait rendu Nelson fier, et bien sûr, Tegethoff en est sorti vainqueur. Mais à mesure que les canons devenaient plus puissants et de plus longue portée, puis que les systèmes de conduite de tir sont apparus permettant d'exploiter le potentiel maximal de cette portée vers la fin du XIXe et le début du XXe siècle, le genre d'action plus libre d'esprit que l'on aurait pu voir dans une bataille navale du milieu à la fin du XIXe siècle a progressivement été remplacé par le retour en force de la ligne de bataille, et cela pour plusieurs raisons. L'allongement de la portée des canons signifiait que le temps passé dans la zone de danger avait de nouveau augmenté, mais aussi, alors qu'à l'époque de la voile, le tir en enfilade endommageait principalement les équipages des navires, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ce que l'on pourrait appeler le tir en enfilade, risquait davantage d'avoir un impact négatif significatif sur la structure même du navire, en raison de la puissance pure des obus, que ce soit en creusant des trous dans le navire, en y mettant le feu ou même en faisant potentiellement exploser les soutes à munitions. Tandis que les navires qui se rapprochaient de l'ennemi, qui pouvaient déployer beaucoup plus de leur propre puissance de feu grâce à leur armement principal de tourelles, comparé aux vaisseaux de ligne à l'époque de la voile. Le coût individuel d'être touché par un obus de gros calibre avait également beaucoup augmenté et un ennemi qui se présentait de flanc pouvait normalement, du moins à cette époque, aligner au moins 2 fois plus de canons sur vous que vous ne pouviez en aligner contre eux. À mesure que les navires développaient des tourelles centrales, cela a de nouveau changé, donnant un avantage encore plus grand à la bordée. En passant de la Première à la Seconde Guerre mondiale, les navires ont commencé à adopter des configurations triples avec 6 canons à l'avant et 3 à l'arrière. La batterie avant devenait légèrement plus lourde, mais il y avait toujours plus d'obus qui arrivaient sur vous que vous n'en tiriez dans l'autre sens, et comme nous l'avons dit, un seul impact pouvait être très dévastateur. L'autre problème, pendant une bonne partie du début du XXe siècle, concernait les systèmes de conduite de tir eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas gérer des changements très rapides de cap et d'orientation. Ainsi, naviguer en 2 lignes, où le changement de cap, d'orientation et de vitesse entre les 2 navires ou les 2 flottes restait relativement statique, cela signifiait que vous pouviez toucher des cibles à 10, 15, 20 milliards, alors que si un navire ennemi arrivait vers vous à une vitesse assez élevée et zigzaguait dans tous les sens, obtenir une position exacte sur l'endroit où vous deviez tirer à longue distance devenait très difficile. Et pour le navire qui faisait le zigzag, il était aussi très difficile de toucher la cible qu'il visait, jusqu'à ce que les 2 camps soient à une distance si rapprochée que viser en avance n'était plus vraiment un problème. Mais à ce stade, vous seriez si proche que vous pourriez littéralement vous réduire en miettes très, très rapidement, ce qui n'était pas le genre de bataille avantageuse pour l'un ou l'autre capitaine.
Ainsi, pendant la Première Guerre mondiale et la période de l'entre-deux-guerres, la ligne de bataille est redevenue la configuration par défaut. Le dernier baroud d'honneur du navire de guerre armé de canons, avec les canons comme armement principal, fut bien sûr la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, la situation était un peu différente. Chaque bataille, depuis que le canon s'était généralisé jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, impliquait des flottes suffisamment grandes pour former une ligne de bataille. Mais à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, entre des événements comme Pearl Harbor, les tailles de flottes limitées par les traités et la Royal Navy qui devaient être dispersées sur plusieurs océans, il n'y avait tout simplement pas assez de navires pour former ce que l'on appellerait une véritable ligne de bataille. Parfois, une petite ligne de 2 ou 3 navires se formait. Mais qualifier cela de ligne est peut-être un peu généreux. Il s'agirait plutôt d'une série de navires se suivant dans une formation relâchée. Les lignes de bataille apparaissaient parfois lorsque de grands nombres de destroyers ou de croiseurs s'affrontaient. Mais même alors, la grande vitesse et la maniabilité des navires à l'époque de la Seconde Guerre mondiale faisaient que, bien qu'une action en ligne formelle ait parfois lieu, très souvent ce qui pouvait commencer comme une action en ligne formelle, si tant est qu'il y en ait eu une, dégénérait rapidement en une sorte de mêlée générale qui, une fois de plus, serait plus familière à quelqu'un de l'époque de Nelson. L'autre problème avec la ligne de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale était qu'elle supposait que les deux camps étaient réellement prêts à tenir leur position et à se battre. Ce qui supposait que chacun avait une confiance raisonnable en la victoire, alors qu'avec le nombre relativement faible de navires capitaux dans l'ensemble et leur large répartition, il arrivait souvent que les batailles navales impliquent qu'un camp ou l'autre arrive très rapidement à la conclusion qu'il était en net désavantage et qu'il ne voulait pas rester là, cherchant donc soit à rompre le combat, soit à modifier l'affrontement d'une manière qui n'impliquait pas de se présenter flanc contre flanc face à un ennemi nettement supérieur jusqu'à ce que l'un d'eux explose. Il y avait aussi le petit problème du risque élevé d'attaque par torpille ou par avion, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui avait tendance à décourager les idées, comme celle de mettre tous vos précieux navires dans une belle et longue ligne bien ordonnée, ou si un sous-marin lançait une salve de torpilles et qu'il manquait sa cible, il y avait toujours une autre cible pour ces torpilles. Ou même pour les bombardiers en piqué de se positionner au milieu de la flotte ennemie et, vous savez, si leur piqué était trop peu profond ou trop raide, eh bien là encore, il y avait toujours une autre cible dans la ligne, et c'est tout pour cette chaîne. Donc, avec cela, nous allons conclure cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce survol très général des grandes tendances des tactiques navales et des raisons de leur existence au cours des 1000 dernières années environ, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, comme mentionné, il y a eu beaucoup de variations individuelles, surtout lors des actions de petites escadres ou de navires isolés, mais même dans les grandes batailles de flotte, il y a toujours des exceptions qui tendent à confirmer la règle sur toute la période. Peut-être qu'avec le temps, nous reviendrons sur des périodes spécifiques pour voir comment les tactiques se sont développées et ont évolué lors d'actions particulières. Et bien sûr, il faudra aussi examiner ce qui s'est passé en Méditerranée, où la longévité des galères et d'autres navires similaires a eu un impact assez important sur la manière dont les choses étaient faites. Et bien sûr, si à un moment donné, nous trouvons des personnes qui connaissent bien les tactiques japonaises, chinoises, vietnamiennes ou indiennes, peut-être que nous en parlerons aussi. Mais pour l'instant, merci beaucoup de votre écoute. À bientôt, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou suggérer un navire à examiner. Pour les questions sur la cale sèche, commentez la publication épinglée.